Dimitri, vous êtes directeur technique vignes et vins à la Maison Champy, un domaine qui existe depuis 1720. Dans le contexte des changements climatiques, est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution du moment des récoltes? La Maison Champy, c'est la première maison depuis 1720, mais moi j'arrive à 1999. Et donc depuis, on peut constater que les vendanges, les dates de vendange ont significativement avancé. Donc je peux vous donner quelques chiffres que j'ai relevés pour vous. Et donc à 99, on peut dire qu'on vendange le 18 septembre, mais on arrive en 2020 et 2021, 2022 à vendanger mi à fin août. Donc définitivement, je peux vous dire qu'il y a un impact du réchauffement climatique sur la date des vendanges en Bourgogne et en Côte-de-Beaune en particulier, où Champy a son vignoble. Lorsque je regarde les dates de récolte, et je vous remercie, vous m'avez fait un beau tableau, c'est intéressant parce que le millésime tournant, où est-ce qu'on constate vraiment les changements climatiques, c'est en 2003. Le moment de la récolte est le 26 août. Si je regarde le 2011, on constate que c'est le 29 août, donc très rapproché. Par contre, deux millésimes complètement à l'opposé. 2003, on s'imagine, en fait, on l'associe à un millésime beaucoup plus chaud, plus opulent, alors que 2011, pour moi, c'est plus frais, c'est plus classique. En Bourgogne, on a non seulement la montée des températures, avec des récoltes plus tôt, mais on a aussi des années qui sont encore fraîches, assez difficiles, qui sont aussi, bien sûr, on a le gel, la grêle, donc c'est pas constant. On a vraiment un dérèglement, un chaos climatique. Et vous avez entièrement raison parce que qui dit vendange précoce ne dit pas obligatoirement un millésime très très riche et très très mûr. Vous faites bien de le constater, 2011 et aussi 2007 où on va, grâce à un débourrement précoce au mois d'avril, début avril, on aura un millésime très en avance, mais il ne sera pas le millésime le plus mûr de la décennie et de loin. Donc, précocité de vendange ne veut pas dire obligatoirement millésime riche et mûr, voire surmûr. Donc c'est les séquences du cycle végétatif, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer avant les vendanges, qui pour moi c'est le plus important. Dans le domaine vitivinicole, on s'est préparé dans la mesure où maintenant toutes les cuveries sont un petit peu équipées au niveau refroidissement. Mais aussi on s'est adapté dans nos vignobles avec des petites techniques qui font que on peut rebondir contre des températures élevées, par exemple des températures supérieures à 35 degrés qui sont les températures du millésime 2020 par exemple, ou 2 mois avec des températures moyennes au-dessus de 28 degrés qui est le millésime 2018. On peut dire qu'on a quand même un petit stress hydrique. Sur certains vignobles, on va effeuiller peut-être un petit peu moins. On va adapter les dates de vendange pour favoriser aussi l'acidité. Donc la question que vous me posez, certes, le chardonnay peut un petit peu résister à ces températures. Le pinot noir, on a toujours en tête ce pinot noir qui est plutôt fragile et aussi on veut préserver ce côté aromatique qui est mis en valeur quand on vendange plutôt fin septembre, début octobre où les températures sont un petit peu plus fraîches. Néanmoins, moi je dirais que des vignobles comme le vignoble de Champy, de Pernan-Vergelès, qui sont des vignobles un petit peu plus tardifs, mais pour le moment, je ne vois que des avantages, c'est-à-dire j'ai des Pernan-Vergelès normalement connus pour leur acidité, mais maintenant j'ai des Pernan-Vergelès qui ont des indices de polyphénol totaux plus importants, avec des belles couleurs, des couleurs beaucoup plus profondes et avec des tanins qui sont là présents. Donc je trouve qu'on saura s'adapter. On fait preuve déjà avec les millésimes comme 2018, 2019, 2020 et 2022, donc de cette, entre guillemets, intelligence pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.
Je pense qu'il y en a plusieurs qui le disent, hein, les terroirs plus frais de la Bourgogne qui souffraient à une certaine époque, aujourd'hui sont gagnants. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une restructuration des appellations? Historiquement, donc parlons-en de ce petit village de Perlin-Vergelès. Historiquement, Perlin-Vergelès, c'est un vignoble de rouge. Donc, les 30 glorieuses, les années 70, la répartition, la configuration du vignoble est 25% blanc et 75% de rouge. À l'heure actuelle, on est sur un vignoble de 160 hectares, on est 50% blanc et 50% rouge. Et la répartition des premiers crus, c'est facile à retenir. Donc vous avez la moitié qui est un blanc, la moitié qui est un village et l'autre moitié qui est un premier cru. Je ne veux pas être une Cassandre de mauvais augure, mais je trouve que d'ici 30 ans, si ça continue, peut-être que la configuration, ça sera 75% Chardonnay et 25% Pinot Noir. Peut-être. Mais ce n'est pas seulement les conditions climatiques qui vont nous pousser collectivement à aller vers cette direction. Dimitri, vous parlez de l'encépagement Pinot Noir versus Chardonnay, que cette proportion va sans doute changer avec les années. Est-ce que vous pensez que le système des appellations va aussi être impacté? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'attendre à voir certains terroirs plus frais qui étaient peut-être en appellation village ou premier cru qui passeront à un niveau supérieur? Bien sûr. Oui. Bien sûr, on en parle. Exemple très concret et factuel, dans le cahier des charges de Corton-Charlemagne, il y a également donc d'autres cépages que le chardonnay. Il y a le pinot, le fameux pinot Béraud, oui, et aussi un petit peu d'aligoté. Oui. Pourquoi on les a mis? On les a mis parce qu'à l'époque où on a décidé, en 2007, si jamais on mettait que le chardonnay, on serait obligé d'arracher certaines vignes. Donc c'était pas envisageable. La deuxième chose, c'est que Perlin-Vergelès, en face, vous avez le Corton-Charlemagne. La vraie dénomination, c'est un Charlemagne. La partie donc grand cru de Perlin-Vergelès, elle est exposée nord-nord-ouest. On les appelle des terres froides. Et un exemple factuel, c'est que pour vendanger, pour avoir l'appellation, il faut atteindre un degré naturel de 12. Ce qui veut dire qu'à une époque, on a remis en question ce degré naturel minimum pour pouvoir vendanger. Il était même question de changer le cahier des charges. Je vous parle de ça en 2007. Or, maintenant, plus personne n'en parle. C'est-à-dire le 12, il est devenu, entre guillemets, beaucoup plus facile à réaliser avec des vendanges fin août et début septembre. Donc, le Corton en Charlemagne, qui était quand même un terroir où la maturité arrivait un petit peu difficilement et on était tous, on attendait. Et c'était parfois quand il y avait des petites pluies qui arrivaient un petit peu sur le tard, donc en plus après les équinoxes, donc après le 21-22 septembre, changement de temps. Maintenant, je trouve que ce n'est plus un problème, et ce n'est plus un facteur limitant pour récolter notre Corton en Charlemagne. Est-ce que ça vous inquiète pour la pérennité de vos vignobles, les changements climatiques? Et la première fois où on a compris ce qui pouvait nous arriver, c'était en 2003. On n'était pas préparé et il fallait qu'on fasse face à une année où on vendangeait des raisins très chauds, il y avait des raisins figués. Il fallait qu'on comprenne ce qui nous arrive et comment on peut faire toujours des bons vins. On a rebondi. Maintenant, on commence à être un petit peu plus, préparé, mieux préparé. On l'a vécu avec 2015, hein, je vous donne des chiffres. 2015, on vendange début septembre. Aussi, ça nous a ouvert un petit peu notre esprit parce qu'on peut vendanger fin août, mais on n'a pas tous les composants, c'est-à-dire, je prends un exemple, 2007. 2007, on a un débourrement début avril,
et on commence à mettre dans notre tête qu'on va vendanger comme 2003. Et finalement, les conditions de l'été font qu'on traîne et puis on va vendanger que le 31 août, mais quand même, mais on n'a pas de maturité phénolique et puis la configuration, les sucres et les acidités. Je ne sais pas si vous avez récemment goûté des 2007. 2007, ce n'est pas non plus le millésime le plus mûr qu'on a élaboré en Bourgogne ces dernières 25 années. Oui. Donc, deux aspects. On peut vendanger de bonheur et des raisins mûrs et aussi on peut les prendre à l'équilibre. On peut aussi être en avance et vendanger. Autre exemple factuel, 2011. 2011, on avance bien en maturité. On prend en 2011, on vendange le 29 août. Oui. Et le week-end précédent, on prend un orage de... C'était pour certaines communes, c'était un orage de grêle. On prend un orage. Il y avait même si ma mémoire elle est bonne, à Saintenay, il y avait des caves qui étaient inondées. Donc il y avait des barriques qui circulaient. Et donc, 2011 aussi, ce n'est pas l'année où on a les meilleures maturités phénoliques, ni les maturités. Et pourtant, on vendange le 29 août. Hein. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on pense, par exemple, à 2011, pour moi, c'est un millésime presque plus classique, dans ce sens où on l'associe à un millésime frais. Donc, c'est intéressant de discuter des moments de vendange versus les conditions climatiques de cette année-là qui peuvent être quand même fraîches. Ce que vous me dites, Dimitri, ça me donne beaucoup d'espoir. J'adore la Bourgogne, donc j'espère pouvoir boire du pinot noir de votre belle région pendant encore plusieurs décennies. Merci beaucoup. Continuez bien en Bourgogne. Longue vie au pinot noir. Merci.